Bonsoir chers amis. En règle générale, tout le monde a ressenti au moins une fois dans la vie un engourdissement, une perte de sensibilité dans les doigts ou dans la main. Peut-être que, la nuit, par exemple, vous avez dormi dans une certaine position et vous vous êtes réveillé parce que votre main ou votre poignet avait perdu toute sensibilité. Cela se produit au moment où vous vous trouvez dans une position inconfortable où l'un des nerfs commence à être comprimé. Selon le niveau où cette compression s'est produite, c'est soit tout le bras, soit une partie de la main, certains doigts par exemple, qui s'engourdissent et une faiblesse peut aussi apparaître dans la main. Mais il existe des cas où l'engourdissement et la compression du nerf ne sont pas causés par la position du corps. Par exemple, lorsque vous dormez en vous appuyant sur votre bras comme ceci, cela provoque un engourdissement, mais parfois l'engourdissement apparaît de façon constante ou dans certaines positions lorsque vous bougez le bras, la tête, voire même le cou. Beaucoup de gens pensent que l'engourdissement est un signe d'une mauvaise circulation sanguine, mais en général, ce n'est pas lié à l'irrigation sanguine, mais à la compression d'un nerf, surtout si l'engourdissement est localisé et provoqué par une certaine position. Et le plus souvent, ce sont l'annulaire et l'index qui s'engourdissent, ou bien ces trois doigts-ci, ou encore ces deux doigts-là, l'index et le majeur. Et selon le doigt qui est engourdi, on peut déjà déterminer de quel nerf il s'agit. Par exemple, si ce sont l'auriculaire et l'annulaire, c'est le nerf cubital. Si c'est le majeur et l'index, c'est le nerf médian. Si une faiblesse apparaît lorsque vous prenez un objet et que vous n'arrivez pas à le tenir, une faiblesse lors de la flexion, cela signifie aussi soit une compression et un dysfonctionnement du nerf médian, soit du nerf cubital. Si, au contraire, la faiblesse apparaît lors de l'extension du poignet, il peut également y avoir une atrophie des muscles, une diminution du volume de certains muscles de la main. Parfois ce muscle devient plus petit, cela concerne aussi les nerfs cubital et médian, ou bien les muscles de cette surface, donc la surface dorsale de l'avant-bras, c'est le nerf radial. Et selon l'endroit où le nerf est comprimé et à quel point il l'est, la méthode de récupération dépendra de cela. Maintenant, les endroits où ils peuvent être comprimés. Les principaux symptômes sont la perte de sensibilité, la faiblesse et la douleur. Avec le temps, la douleur peut également apparaître dans les muscles qu'ils innervent et en raison d'une innervation altérée, le muscle peut être constamment blessé, le tendon du muscle peut être blessé, s'enflammer lors des efforts. Si la compression du nerf est déjà trop forte et constante, alors la perte de sensibilité peut devenir permanente et la faiblesse plus prononcée et persistante. Selon l'endroit où le nerf est comprimé, cette faiblesse se manifestera dans différentes positions. Le premier niveau de compression, c'est au niveau du cou, au niveau des muscles scalènes. Cela se produit le plus souvent dans la région cervicale. Si on ne prend pas en compte la hernie, où la racine peut être comprimée, il y aura généralement des douleurs aiguës dans le bras. Prenons un processus chronique. Et donc, le premier niveau, c'est entre les muscles scalènes, ici, au niveau du cou. Le deuxième niveau, c'est au niveau de l'avant-bras, juste ici. Si c'est le nerf médian, il est comprimé au niveau du rond pronateur, qui est un muscle situé dans la partie supérieure de l'avant-bras, ici, et sa fonction principale est de tourner l'avant-bras dans cette direction. Il fait passer la main de la position paume vers le haut à la position paume vers le bas. Voilà le mouvement qu'il effectue. Le supinateur est le muscle qui fait le mouvement inverse, comme ceci. Et justement, le rond pronateur est situé à un endroit où le nerf médian passe directement à travers lui. Il a deux parties, deux chefs, l'huméral et l'ulnaire, et il s'attache ensuite au radius, précisément entre le radius et l'ulna. C'est entre ces deux chefs, dans cet espace ici, que le nerf médian passe à travers. Il traverse littéralement le muscle comme ceci, et c'est justement à cet endroit qu'il est très souvent comprimé. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce que le muscle perd son élasticité. Les conséquences d'une lésion de ce muscle, c'est quand il devient fibreux ou quand il se spasme.
Il se spasme soit à cause d'une surcharge, mais dans ce cas, il faut vraiment des charges très importantes sur la main, sur l'avant-bras, des mouvements répétitifs pour le surcharger. En général, il est endommagé parce qu'il est très affaibli et n'importe quel mouvement un peu fort commence à le léser. C'est pourquoi il peut y avoir différents exercices pour renforcer ce muscle, pour le détendre, et aujourd'hui nous avons travaillé sur l'amélioration de sa circulation sanguine. Le nerf ulnaire. Il est le plus souvent comprimé ici, dans la zone où se trouve le fléchisseur ulnaire du carpe et sa tension. C'est-à-dire que la main possède plusieurs fléchisseurs. Il y a le fléchisseur radial, il y a le fléchisseur ulnaire, et l'un des muscles qui fléchit la main s'appelle le fléchisseur ulnaire du poignet. Et lorsque ce muscle est trop sollicité, qu'il se tend, il perd aussi très souvent de son élasticité, il se fibrose également à cet endroit, et c'est là que se produit la compression du nerf cubital. Donc, tout d'abord, il est possible de déterminer exactement où votre nerf est comprimé. Comment faire ? Supposons que vous ressentez une faiblesse dans la main et vous pouvez regarder où cela se produit. Et le plus important encore, le deuxième endroit où le nerf est comprimé, c'est la zone du petit pectoral. Donc nous avons le cou, le petit pectoral et l'avant-bras. Voici les 3 endroits les plus fréquents où le nerf est comprimé. Voilà. Et maintenant, comment déterminer où il est comprimé? Il se peut même qu'il soit comprimé aux 3 endroits, mais comment peut-on voir où c'est le plus fort ou où exactement? Supposons que vous avez une faiblesse dans la main, vous la ressentez, oui, par exemple en serrant, d'accord? Ou un engourdissement que vous avez en permanence ou qui apparaît de temps en temps. Regardez, cette faiblesse dépend-elle du mouvement de la tête? C'est-à-dire, tournez la tête d'un côté, vérifiez quelque chose, prenez des objets, par exemple. La faiblesse change-t-elle d'un côté à l'autre? Mais en général, c'est lorsque vous tournez la tête du côté opposé. S'il y a un raccourcissement du muscle scalène, cela provoque une faiblesse encore plus grande dans le bras. Si c'est le petit pectoral ou l'apparition d'un engourdissement, si le petit pectoral est raccourci, ici, il peut y avoir différentes options, car il peut y avoir un œdème, ou bien il peut être fibreux et non élastique. Ici, essayez de ramener le bras en arrière comme ceci, et regardez aussi si un engourdissement apparaît ou non. Donc, dans cette position, vérifiez la force de la main, essayez de tenir quelque chose, de serrer, essayez dans cette position, c'est-à-dire de faire le mouvement dans l'autre sens et observez l'engourdissement, voyez comment il change, s'il devient plus fort ou moins fort. Et la 3e zone, c'est l'avant-bras. Tournez la main vers l'intérieur, vérifiez la force, puis tournez la main vers l'extérieur. Si dans l'une des positions la faiblesse ou l'engourdissement augmente ou diminue, c'est aussi un signe que c'est précisément à cet endroit que ça se pince. Si vous n'avez pas pu déterminer, mais que vous avez ces symptômes, faiblesse et engourdissement, il faudra travailler sur les 3 zones. Alors, comment peut-on détendre le muscle scalène? On tourne la tête du côté opposé, par exemple, si on doit détendre le muscle scalène droit. D'abord, on trouve le muscle sternocléidomastoïdien, son bord postérieur. On place les doigts derrière le bord postérieur du muscle scalène et le long du bord postérieur du muscle scalène et on lisse simplement de cette manière, on fait ce mouvement et on répète 10 fois comme ça. On peut faire ce mouvement des 2 côtés, on fait 10 répétitions, puis on passe à la 2e étape. Dans cette même position, on place également les doigts le long du bord postérieur du muscle sternocléidomastoïdien et on commence à faire des mouvements, des inclinaisons comme ça vers une oreille, puis vers l'autre en gardant la rotation, tout en appuyant avec les doigts sur le muscle. Les doigts descendent progressivement un peu plus bas, comme ça, vers une oreille, puis vers l'autre, vers l'une, puis vers l'autre. Et encore une fois, on a lissé juste ici. C'est-à-dire que de cette manière, vous détendez le muscle scalène, vous détendez le fascia des muscles scalènes. Une autre option, également au même endroit, mais cette fois-ci, vous placez votre main au-dessus de la clavicule. Vous maintenez une sorte de pression, une tension de la peau juste ici, et en même temps des fascias, dans une position où votre tête est légèrement inclinée vers l'oreille droite maintenant,
et vous faites un mouvement dans la direction opposée en gardant la main au-dessus de la clavicule et à ce moment-là, à la fois le fascia et la peau seront également étirés, juste ici, et en même temps, le muscle scalène lui-même, il y en a 3, antérieur, moyen et postérieur. Cet exercice agit principalement sur les scalènes antérieurs et moyens. Ensuite, il y a le petit pectoral, mais la faiblesse des muscles scalènes, cela n'arrive pas sans raison, c'est souvent accompagné, non pas une faiblesse, mais le raccourcissement des muscles scalènes n'arrive jamais sans raison. Cela s'accompagne souvent d'une faiblesse des extenseurs du cou, des longs extenseurs. Comment les rééduquer? Tous ces exercices se trouvent dans le lien dans la description, vous pouvez les voir là-bas. Ensuite, nous avons le petit pectoral. Son étirement n'est pas compliqué, on peut l'étirer dans l'encadrement d'une porte, on peut même l'étirer contre un mur de cette façon. Par exemple, vous vous tenez debout, vous placez votre bras au niveau de l'épaule, le coude doit être là, puis vous avancez un peu, vous tournez le corps à l'opposé du bras, et ici vous sentez une tension dans la région du grand pectoral et du petit pectoral. Vous pouvez le faire d'un côté, puis de l'autre à tour de rôle, ou bien les deux en même temps dans l'encadrement d'une porte. Ces exercices sont également expliqués en détail. Tout est disponible via le lien dans la description et avec ce lien, vous avez 2 jours d'accès gratuit en l'honneur de l'arrivée du printemps et de la fonte des neiges. Donc, tout cela nous était plus ou moins familier. Maintenant, nous sommes arrivés ici, à l'avant-bras. Ici aussi, pour détendre le petit pectoral, d'ailleurs, nous pouvons également le travailler avec différentes balles ou rouleaux, c'est-à-dire toute cette zone, voilà. Bon, celui-ci est petit, il vaut mieux en prendre un plus grand, donc tous ces endroits près du mur, entre le mur et les muscles, on place la balle, on bouge, on ajuste, on travaille la zone. J'ai montré cela de nombreuses fois. Maintenant, l'avant-bras lui-même. On peut aussi le détendre, le masser d'abord, vous divisez l'avant-bras en 3 parties, la partie centrale, la partie qui suit la ligne de l'auriculaire et ici, la partie externe. C'est pratique de le faire avec des moyens improvisés. À la maison, c'est pratique de le faire sur une chaise par exemple. Voici le dossier de la chaise, vous posez votre bras dessus et de cette façon, vous massez toute cette zone, vous trouvez les zones douloureuses et vous vous attardez dessus. Vous pouvez utiliser votre autre main pour augmenter la pression. Ensuite, ici, vous travaillez toutes ces zones. Près de l'ulna et ici aussi, c'est-à-dire que vous massez toute cette zone. Mais là, je vous montre rapidement, vous devez faire tout cela plus lentement en vous attardant sur les zones tendues, sur celles qui sont douloureuses. Voilà. Et maintenant, nous passons à l'entraînement des muscles de l'avant-bras. Le rond pronateur, comment l'entraîner? Pour cela, on prend un élastique. On peut l'accrocher à peu près au niveau du coude, un peu plus haut ou un peu plus bas, on se place de côté, on prend l'élastique dans la main comme ceci, dans la paume, et on commence à faire le mouvement dans cette direction. C'est-à-dire qu'à partir de la position où la paume est tournée vers le haut, on commence à tourner jusqu'à ce que la paume soit tournée vers le bas, comme ceci. Et on essaye de faire le mouvement inverse un peu plus lentement. Choisissez l'élastique de façon à ce que ce ne soit pas trop difficile pour que le mouvement soit relativement libre. Voilà, c'est justement un exercice pour le muscle rond pronateur. Le mouvement inverse, c'est l'entraînement des supinateurs. Donc ici, on prend déjà l'élastique, ici on le prenait, vous voyez, du côté du pouce et on tournait vers l'intérieur comme ça. Ici, on le prend du côté de l'auriculaire, ici pour que ce bout auquel on a accroché l'élastique se retrouve du côté de l'auriculaire. Et on commence avec le dos de la main tourné vers le haut et ici, on fait une rotation comme ceci. Voilà, chacun de ces exercices doit être répété de 5 à 10 fois.
Si vous vous fatiguez, faites moins de répétitions. Il ne faut pas aller jusqu'à une fatigue intense, dans un sens, puis dans l'autre. Voilà, vous pouvez alterner. Faites comme ceci, puis comme cela, tirez dans ce sens, puis dans l'autre. C'est-à-dire qu'ici, nous entraînons à la fois la rotation externe et la rotation interne. Pour l'exercice suivant, nous allons travailler le mouvement vers l'intérieur et vers l'extérieur. Ici, vous devez prendre une petite serviette et l'attacher comme ceci à l'élastique. De cette façon, vous prenez avec la main comme ceci et vous tirez vers vous. Le mouvement est comme ça, par ici. C'est-à-dire que vous tirez en arrière en pliant le poignet. Et essayez aussi de faire le mouvement inverse lentement. Ici, les doigts en fin de course, essayez de les redresser un peu. Donc vous faites ce mouvement, puis vous ramenez, vous faites, puis vous ramenez. Il y a deux variantes de cet exercice. La première, c'est de garder constamment les doigts dans cette position et à partir de là, de plier le poignet. C'est justement pour entraîner le fléchisseur du poignet. Et la deuxième, c'est d'essayer de les redresser un peu, autant que possible pendant le mouvement. Voilà, vous obtiendrez ainsi ce mouvement de cette manière. C'est-à-dire que cela se fait avec l'extension des doigts, vous entraînez le fléchisseur superficiel et profond des doigts, et ensuite ce mouvement-là, vous entraînez déjà les fléchisseurs du poignet. Voilà. Donc ici, la serviette est justement nécessaire pour que ce soit plus pratique d'utiliser les muscles qui fléchissent les doigts pendant cet exercice. L'exercice précédent peut aussi être fait de cette façon en utilisant la serviette. Essayez aussi dans un sens et dans l'autre. Voilà. Et l'exercice suivant concerne les extenseurs du poignet, ici. Ici, on prend l'élastique de cette façon, on commence à partir d'une position où le poignet est légèrement fléchi, comme ceci, et on l'étend vers l'extérieur, on fait ce mouvement vers l'extérieur. Si vous avez un élastique rond comme celui-ci, vous pouvez même faire ce mouvement simultanément avec les deux poignets. Mais l'essentiel, c'est d'avoir la bonne tension. Ou alors, faites-le comme ceci. D'un côté et de l'autre côté aussi. Il est bon de combiner avec la flexion. Si vous faites la flexion sans la serviette, ici l'élastique, vous voyez, il pend un peu. C'est pourquoi il vaut mieux utiliser la serviette elle-même. Vous pouvez aussi essayer de faire ce genre de mouvement, c'est-à-dire qu'une main tient un peu par en dessous, et avec l'autre vous faites ce genre de rotation, aussi bien d'un côté que de l'autre. Et de cette façon, nous rétablissons à la fois la circulation sanguine, l'élasticité et la force des muscles de l'avant-bras. Alors, les amis, partagez vos impressions. Quels résultats avez-vous obtenus après cet entraînement? Je vous rappelle également que via le lien dans la description, 2 jours d'accès gratuit à tous les exercices vous attendent déjà. À la prochaine émission.